Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vidéo règles du jeu Tsunami Island Battle Royale. On est Antoine et Thibaut, les créateurs du jeu, et on est là pour vous en parler. Tsunami Island Battle Royale, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de plateau, de Battle Royale, de 2 à 6 joueurs pour une partie de 30 à 40 minutes à partir de 10 ans. Le but du jeu est très simple, être le dernier survivant de l'île du tsunami. Le jeu a été illustré par Clément Masson et sans plus tarder, on va vous présenter le contenu de la boîte. Nous voici donc devant la boîte de jeu Tsunami Island Battle Royale et sans plus attendre, je vous propose d'en découvrir le contenu. Donc dans la boîte, nous avons un livret de jeu, bien évidemment. C'est un petit livret pique et métal avec une pagination assez forte. C'est imprimé en couleur, ça c'est intéressant parce que ça va vous aider notamment pour la mise en place du plateau. On va également pouvoir découvrir les différents personnages du jeu sous un autre angle. Ça c'est le premier élément que vous allez avoir dans la boîte. Le deuxième, évidemment très important, c'est le plateau de jeu qui va se décomposer en 19 tuiles. Vous allez avoir 4 tuiles volcan, vous allez avoir 5 tuiles jungle, 4 tuiles plage, 5 tuiles lagon et puis enfin la tuile centrale qu'on appelle le refuge, comme on le verra un petit peu plus tard. Vous voyez, il y a différents petits hexagones qui vont vraiment aider à placer le personnage et montrer quelle est sa capacité de déplacement. Toutes les tuiles sont numérotées, c'est important pour la suite. Ensuite, nous avons autre élément super important, ce sont les cartes personnages. Donc ça, c'est les différents personnages que vous allez pouvoir choisir d'incarner dans le jeu. En fonction de votre version de boîte, la version collector, vous allez avoir 8 personnages différents. La version classique, vous allez en avoir 6. En premier lieu, il y a une petite story sur le perso. Il y a un texte qui va expliquer sa caractéristique passive. Ici, on va avoir 2 slots qui vont indiquer quelle est sa capacité de transport. Et puis un slot ici, dans lequel on va aller venir intégrer la carte de pouvoir ultime. En parlant de carte de pouvoir ultime, je vais tout de suite vous montrer de quoi il en retourne. Ce sont des petites cartes que l'on va venir associer à notre carte personnage. Alors quand votre personnage a une carte ultime, il dispose de cette petite carte, voilà, qui décrit la capacité ultime du personnage et qu'on viendra placer à côté de la carte quand il faudra le faire. On arrive maintenant aux éléments de loot du jeu. Alors le loot, il va être représenté par ces cartes qu'on va venir apposer à côté de notre carte personnage. Donc vous voyez ici une carte d'arme à feu. Sur une carte d'arme à feu, vous allez avoir la capacité en nombre de balles, vous allez avoir un descriptif de l'arme, et puis vous allez avoir 3 notions. Donc sur les cartes à feu, c'est la puissance, la portée et la précision. Vous avez également des armes blanches, j'en prends une ici, la Purple Obsidia par exemple. Vous avez 2 types de capacités sur une arme blanche, la capacité de lancer et la capacité en mêlée, avec à chaque fois la puissance, la portée et la précision. Alors il n'y a pas que des armes, vous avez également des potions qui vont vous permettre de récupérer des points de vie, comme on le verra dans la règle du jeu. Et puis vous avez également un autre type de carte qui est la carte tsunami, qui est une carte qui permet de déclencher le tsunami à n'importe quel moment de la partie. Le loot, évidemment, ça ce sont les cartes qu'on va aller apposer à côté du joueur, mais il se rapporte à des pions de loot qui sont des petits pions hexagonaux qu'on va les placer sur le plateau de manière aléatoire et qui sont invisibles, donc on ne sait pas ce qu'on va looter au cours de la partie. Et puis ce que je voulais vous montrer également, c'est bien évidemment les pions de personnages qui vont représenter l'avatar de chaque personnage sur le jeu. Et enfin, évidemment, pour pouvoir jouer, il y a 2 choses dont on a besoin, ce sont les 2 dés. Alors il y a un D6 qui va être un dé pour tout ce qui est déplacement, attaque, et puis il y a un D8 qui va déclencher le tsunami. Enfin, parce que ça c'est quelque chose qu'on nous avait demandé sur la version Steam du jeu, on a rajouté un petit mémo règle qui vous permet de ne pas avoir à vous rapporter au livret à chaque fois que vous avez une question. Il y a des questions qui sont assez redondantes, vous pourrez vous y rapporter de manière plus facile avec ce mémo règle. Nous avons également dans la boîte 2 petits types de jetons, des jetons munitions et des jetons points de vie qu'on va tout simplement venir poser sur la carte de joueur pour montrer le nombre de points de vie dont il dispose, donc il va évoluer en fonction du nombre de dommages qu'il va subir ou éventuellement s'il prend une potion, du nombre de points de vie qu'il va récupérer. Et puis les pions de munitions qui eux vont venir s'apposer aux cartes d'armes à feu afin d'indiquer de combien de munitions on dispose dans l'arme. Pour résumer donc le contenu de la boîte, c'est un livret de règles, 8 cartes personnages, 8 pions personnages, 7 cartes ulti, 19 tuiles d'environnement, 73 pions de loot, 61 cartes de loot, des pions avec des cœurs dessus et des pions avec des balles dessus, ainsi qu'un D8 et un D6. On passe donc à la mise en place du jeu et évidemment on va commencer à mettre en place le jeu en installant le plateau. Ce qu'on vous propose, c'est que chaque joueur lance un D6. Celui qui a le score le plus élevé sera celui qui commencera la partie et en contrepartie c'est lui qui va installer le plateau de jeu et les différents éléments de loot qu'il faudra disposer sur chaque tuile. C'est assez simple en fait, on vous a mis sur le livret de règles un schéma en couleur qui va être assez facilitant pour résoudre ce puzzle. De toute façon c'est hyper simple, il faut commencer par disposer la tuile refuge qui sera la tuile inamovible du jeu qui subira jamais le tsunami et qui se situe au centre du plateau. Et puis ensuite, en respectant le schéma, on va tout simplement venir disposer les différentes tuiles. Donc là je commence par exemple par la zone volcan. Voilà, là j'ai la première zone du jeu installée, il me reste les 3 zones.
Nous avons donc installé le plateau de jeu avec, je vous le rappelle, la tuile refuge centrale, la zone volcan, la zone jungle, la zone plage et ici la zone lagon. Une fois le plateau de jeu placé, on va maintenant poser les pions de loot. Alors là c'est vraiment la partie ultra random de la mise en place du jeu. Ce que je vous invite à faire c'est plutôt à mélanger les pions, hein. Bon, au fur et à mesure des parties de toute façon ils vont naturellement se mélanger et on va les disposer de la manière suivante. En fonction des différentes zones, on va disposer un certain nombre de pions loot. Par exemple quand je suis sur la partie volcan, eh bien je vais disposer 4 pions loot sur chacune des tuiles de cette manière. Je peux les mettre complètement aléatoirement, sauf que je ne vais jamais poser ces pions sur les cases D. Voilà, c'est important pour la suite. De la même manière, je ne poserai jamais de pions de loot sur la tuile centrale. Mais toutes les autres tuiles, en revanche, vont être équipées de pions loot. Donc il y aura à chaque fois sur la partie volcan et lagon 4 pions loot par tuile. Sur la partie plage, on n'aura que 3 pions loot par tuile. Et puis sur la partie jungle, qui sera la plus fournie en loot, on aura 5 pions loot par tuile. Voilà, je vais procéder à la mise en place. Voilà, maintenant on a mis en place le plateau de jeu et les différents pions de loot. Si vous avez bien respecté la règle, vous n'avez aucun pion de loot sur la zone refuge centrale, vous n'avez pas non plus de pion de loot sur les cases D, et vous n'avez pas non plus de pion de loot sur les petits palmiers de la zone plage. Et maintenant pour plus d'ergonomie, le mieux c'est vraiment de trier les cartes d'armes et de les placer en petits tas dans un coin à côté de la carte. Et c'est ici qu'on viendra se servir à chaque fois qu'on viendra looter tel ou tel objet. Maintenant que le jeu est en place, on va procéder au choix du personnage. Chaque joueur va choisir le personnage qu'il décide d'incarner. Évidemment, c'est un moment décisif du jeu, car chaque personnage dispose de caractéristiques différentes. Le choix des personnages va se faire dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est le joueur qui a installé qui choisit en premier. Alors pour choisir son personnage, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. En l'occurrence, le nombre de points de vie. Chaque personnage a un nombre de points de vie défini, entre 7, 6, 8 points. Vous avez également pour chaque personnage une caractéristique passive. Donc par exemple, si on prend Vesuvio ici, on peut lire Vesuvio n'est pas affecté par la chaleur et ne perd pas de points de vie lorsqu'il se trouve sur la zone volcan. Si je prends Anna par exemple, le courage d'Anna fait qu'elle n'est pas affectée par le chant des sirènes d'Aquana. Sa froideur toute nordique la protège également du Quattrofugioni de Vesuvio. Ça c'est des choses que vous pourrez découvrir en vous plongeant dans l'univers de chacun des personnages. Et puis un autre élément qui caractérise chacun des personnages, c'est sa capacité ultime. Alors autant la capacité passive c'est quelque chose qui va affecter son gameplay tout au long de la partie, autant la capacité ultime c'est un one shot, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser une seule fois au cours de la partie. Elle est représentée par une carte additionnelle ici, que l'on viendra placer à côté de son personnage lors de la mise en place. Et lorsque l'on utilisera cette capacité ultimate, on défaussera tout simplement la carte. Une fois le personnage choisi, le joueur va donc prendre la fiche personnage correspondante ainsi que sa carte ultimate. Donc on va poser son personnage, on va poser la carte ultimate sur l'onglet ultimate de la carte. Chaque joueur va également prendre deux types de jetons. Il va prendre deux jetons munitions qu'il va mettre de côté pour l'instant, qui serviront lorsque le joueur lootera, c'est-à-dire ramassera des objets, et un jeton point de vie qu'on va tout de suite venir placer tout en haut du nombre de points de vie du personnage. Donc là par exemple Vesuvio a 7 points de vie, je place le pion cœur sur le numéro 7. Et puis évidemment je vais également prendre mon pion de personnage. Moi je suis Vesuvio, comme vous le découvrirez très précisément dans le livret de règles, j'ai plutôt intérêt à spawner, c'est-à-dire à commencer la partie sur la zone volcan. Donc je vais me placer sur n'importe quelle case D, qui veut dire départ bien évidemment, de la zone volcan. Bien sûr, si je le souhaite, je peux aussi commencer sur la zone plage, c'est vraiment au choix du joueur. Chaque joueur ensuite va choisir son personnage encore une fois dans l'ordre des aiguilles d'une montre et placer son petit pion personnage sur le plateau de jeu. On passe maintenant au déroulement du jeu. Les joueurs jouent à tour de rôle dans le sens horaire. Chaque tour de jeu se déroule en deux phases. La phase A, dans laquelle chaque joueur accomplit deux actions différentes, et la phase B, au cours de laquelle on lance le dé tsunami. Pour la phase A, chaque joueur accomplit donc deux actions différentes s'il le souhaite. Les actions qu'il peut effectuer sont se déplacer, ramasser un pion de loot, attaquer, recharger et utiliser sa carte ultimate. Pour la phase B, on va lancer le D8 tsunami et on enlèvera la tuile correspondante. Les phases A et B s'enchaînent ainsi jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un survivant sur l'île, le grand champion de Tsunami Island. On va maintenant passer au détail d'un tour de jeu avec la phase A, donc c'est la phase durant laquelle le joueur accomplit deux actions. C'est important, le joueur doit annoncer l'action qu'il compte entreprendre avant chaque lancer de dés éventuel. Pour se déplacer, le joueur va lancer le D6 et avancer son personnage au maximum du nombre de cases indiquées. Un point important, il peut interrompre son mouvement à tout moment. Une fois le mouvement interrompu, le personnage ne peut plus être déplacé pour ce tour. Les cases occupées par d'autres personnages ne peuvent pas être traversées et il ne peut y avoir qu'un seul personnage par case. Dans le cas précis, je vais lancer le dé pour le déplacement de Vesuvio. Je fais un 5, je suis ici. 1, 2,
3. J'ai fait 5, mais je décide d'arrêter mon personnage sur la 3e case. Parce que je vais décider d'utiliser ma deuxième action de tour de jeu, qui va être de ramasser le loot qui se trouve sur moi. Pour ramasser un pion de loot, je vais utiliser ma deuxième action de jeu. Donc c'est très simple, je vais simplement retourner la case loot qui m'indique Power Eagle. Je replace mon pion, et comme je viens de ramasser cette arme ici, je viens la poser dans mon inventaire à côté de ma carte. Je place ensuite sur le Power Eagle le pion munition que vous avez préalablement pris avant de commencer la partie, et je vais le placer sur la capacité maximum de l'arme, à savoir 3 munitions. On vient de le voir, s'il s'agit d'un objet, on peut donc récupérer la carte correspondant à cet objet et la placer à côté de son personnage, sur l'un des emplacements libres prévus à cet effet. S'il me reste aucun emplacement libre, ce qui est possible, si par exemple avec Vesuvio j'ai déjà looté 2 armes, bien je peux choisir ou pas de retourner le loot. Par exemple, là je vais refaire un jet de déplacement, je fais un 6, on va dire que je vais continuer à me déplacer sur la zone volcan, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tombe sur une case sur laquelle il y a un objet. Alors là, je ne suis absolument pas obligé de looter. Je peux par exemple décider d'attaquer si j'ai un adversaire à proximité. Mais si je décide de looter alors que j'ai déjà 2 armes, donc je vais regarder ce dont il s'agit. Los Pepones, donc le fusil à pompe. Donc là, j'ai le choix entre décider de ramasser ce fusil à pompe, auquel cas il va falloir que je l'échange contre une de mes armes ou une de mes potions déjà dans l'inventaire. Là, j'ai vraiment envie de le prendre, Los Pepones, parce que je l'aime bien. Donc je vais prendre le pion. Et à la place, je vais l'échanger contre le Power Eagle que j'avais dans mon inventaire. Donc je vais reposer le pion de loot Power Eagle, ce qui veut dire que les autres joueurs, eux, savent qu'il y a un Power Eagle et pourront venir le ramasser s'ils le souhaitent. Je vais défausser la carte Power Eagle et je vais donc prendre mon Los Pepones avec sa munition que je vais placer sur le chiffre 3. Alors en termes d'objets, il n'y a pas que des armes à feu, des armes blanches, ni même des potions. Il n'y a pas que ça dans le jeu. Et je vais vous montrer un exemple. Ici, par exemple, je suis toujours avec Vesuvio, je viens de faire 6, donc je décide de partir sur la zone lagon. 1, 2, 3, 4, 5. Je tombe sur une case sur laquelle il y a du loot. Je suis curieux, j'ai envie de regarder ce qu'il y a. Donc je décide d'utiliser ma deuxième action de tour qui va être de looter. Donc je loot la case et je tombe sur une mine. Voilà, donc mine, c'est moins 1 PV. Donc je perds un point de vie un peu bêtement, sachant que j'étais déjà équipé. Donc il y a quand même des limites à la curiosité du loot dans Tsunami Island Battle Royale. On vient de voir 2 premières actions possibles avec les joueurs, donc se déplacer et ramasser du loot. On va voir l'option attaquer. Donc le joueur qui choisit d'attaquer doit être équipé d'une arme, et celle-ci doit avoir une portée suffisante pour atteindre le personnage visé. Par exemple, ici, j'ai Vesuvio, et je dispose d'un ragondin sniper, et je vois que sa portée est de 6. Donc je vais compter le nombre de cases qui est entre moi et Fishing Fred. 1, 2, 3, 4. Il est donc à portée, et je vais tenter de le toucher. Pour tenter de le toucher, très simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le dé de 6. Si le résultat est égal ou supérieur à la valeur de précision de l'arme, alors l'attaquant touche. Donc là, je lance le dé. Je fais 5. Je vois que ma précision sur le ragondin sniper est de 2, donc je réussis très largement mon tir. Ensuite, il me reste à savoir combien de points de vie Fishing Fred a perdu, et pour ceci, je me rapporte à la puissance de l'arme, qui est de 1. Fishing Fred a donc sur ce tour perdu 1 point de vie. On va maintenant revoir une autre action d'attaque, mais avec une autre arme. Donc on va garder exactement le même positionnement de joueur. Je suis toujours Vesuvio et je veux attaquer Fishing Fred, mais cette fois-ci, je vais attaquer avec le Poséidon. Comme je le disais en introduction, c'est une arme blanche qui dispose de caractéristiques de mêlée. Alors là, je ne pourrais pas les utiliser puisque vous voyez que je suis un petit peu loin de Fishing Fred, il faudrait que je sois au contact, mais qui dispose également de caractéristiques de lancer. Et là, je vois sur la carte Poséidon que j'ai une portée de 4. Donc je vais vérifier que la portée est bonne. Donc 1, 2, 3, 4. Je vois que potentiellement je peux toucher Fishing Fred et que ma précision est de 2. Donc ça veut dire que c'est plutôt facile de toucher Fishing Fred avec le Poséidon. Voilà, c'est tellement facile que j'ai fait 1, ce qui veut dire que j'ai échoué. J'ai lancé Poséidon mais à côté de Fishing Fred, et là malheureusement, avec toutes les armes blanches que je vais utiliser en lancer, je vais perdre l'arme et je vais donc défausser le Poséidon. Donc j'ai un petit peu les boules. Une autre séquence d'attaque avec une arme blanche, en l'occurrence je vais garder le Poséidon, serait donc de l'attaquer en mêlée. Là on voit que je me suis mis au contact de Fishing Fred, et donc je vais regarder la catégorie mêlée. Je vois que j'ai une puissance de 2, une portée de 2 et une précision de 3. Si j'étais ici, en mêlée, je pourrais également toucher Fishing Fred. Là je suis au contact, et donc je vais lancer le dé. Je fais 1 et décidément c'est un échec. C'est une mauvaise nouvelle, mais contrairement au lancer de tout à l'heure, là comme je suis au contact, je ne vais pas perdre mon arme, donc je vais pouvoir conserver Poséidon. On vient donc voir qu'on pouvait se déplacer, ramasser un pion de loot, attaquer avec une arme blanche, attaquer avec une arme à feu. Il y a une autre action qu'on peut effectuer lorsque c'est son tour, c'est recharger. Alors recharger, c'est très utile quand on a une arme qu'on veut conserver assez longtemps dans le jeu. Par exemple ici j'ai mon ragondin sniper, j'ai déjà tiré 3 fois, donc il ne me reste plus qu'une seule balle. Je suis un petit peu isolé sur le plateau de jeu, les autres joueurs sont loin, donc je vais en profiter et je vais utiliser une action qui va
qui va consister à recharger l'arme tout simplement. Et pour recharger l'arme, je vais monter le pion jusqu'à 4. Ça me permet de repartir à la bataille avec une arme full. Il nous reste une action de jeu possible lorsque c'est son tour, c'est utiliser la carte ulti. Donc le joueur peut décider d'utiliser sa carte et sa capacité ultime. Une fois que ce sera fait, il faudra défausser la carte puisqu'elle n'est utilisable qu'une seule fois. Par exemple, ici, je suis toujours avec Vesuvio et je décide d'utiliser ma carte Quattrofusioni. Alors la Quattrofusioni, je regarde ce que c'est. C'est une coulée de lave sur 6 cases adjacentes les unes aux autres qui va causer 3 points de dommage sur toutes les cases touchées. Donc c'est extrêmement puissant évidemment comme ultimate. Et là où j'ai intérêt à l'utiliser dans ce cas précis, c'est que j'ai 2 joueurs en ligne de mire. J'ai Aquana ici et Fishing Fred qui est ici. Donc si j'utilise cette coulée de lave, je vais tout simplement compter le nombre de cases. Donc j'en ai 6 qui vont constituer la coulée de lave. Donc 1, 2, 3, je vois que je touche Aquana. 4, 5, 6 et que je touche Fishing Fred. Le gros avantage de cette ultime, c'est que je n'ai pas de lancer de dés et que c'est réussi automatiquement. Donc là, et Aquana et Fishing Fred vont perdre 3 points de jeu. Ça, c'est vraiment un des éléments décisifs du gameplay de Vesuvio qui permet de maintenir les adversaires à distance. Évidemment, il y a différentes manières de contrer cette ultime, mais ça dépend aussi du personnage que vous allez incarner. Un exemple, Anna ne subit pas la coulée de lave de Vesuvio. C'est le seul personnage qui est concerné par cette défense, et souvent, vous le verrez au cours des parties, le personnage qui incarne Anna aura à charge d'aller s'acharner sur Vesuvio. Ça, c'est vraiment des éléments de gameplay que vous allez découvrir tout au long de la partie, puisque chaque joueur dispose de son propre gameplay et a des capacités d'annulation de certains ultimes, ou en tout cas de moins subir certains ultimes des autres joueurs. Une dernière note concernant les actions de jeu possibles. À son tour, le joueur peut effectuer 2 de ses actions dans l'ordre de son choix. Il peut tirer et se déplacer, ou se déplacer et tirer. Il peut pas effectuer 2 fois la même action. Il peut pas se déplacer 2 fois, il peut pas tirer 2 fois par exemple. Et puis surtout, le joueur n'est pas obligé d'effectuer ses actions. Il peut choisir d'en effectuer une seule ou aucune. On arrive maintenant à la phase B du jeu, c'est-à-dire que tous les joueurs ont effectué ou pas leurs actions. Et dans cette phase B, on va lancer le dé tsunami et la taille de l'île va se réduire. Donc lorsque tous les joueurs ont effectué leurs actions et que la phase A est terminée, le joueur qui a passé le plus du temps sur une île déserte dans la vraie vie ou le plus jeune joueur va lancer le dé 8. Le nombre indiqué par le dé correspond à une zone de la tuile qui va être engloutie par le tsunami. La tuile va être défaussée ou retournée, c'est plus joli comme vous allez le voir. Donc là par exemple, je vais lancer le dé 8 et je vois que je fais un 8. Quand je fais un 8, je me rapporte à la règle ou à la carte mémo, je sais que c'est la zone volcan qui est touchée par le tsunami. Donc là, il y a une des tuiles que je vais retourner puisque elle est engloutie. Et pour savoir quelle tuile retourner, je vais tout simplement me rapporter au numéro de tuile. Ici, c'est la tuile numéro 1, ici c'est la 2, ici c'est la 3, ici c'est la 4. Évidemment, la première tuile qui va être défaussée, c'est la tuile numéro 1. Donc tout simplement, je vais prendre la tuile, je vais enlever le loot, donc tout le loot de cette tuile est perdu, et je retourne la carte. Et comme vous le voyez, cette carte est désormais engloutie et on ne peut absolument plus se rendre sur cette zone de l'île. Alors vous l'avez compris, le tsunami il a 2 impacts. Le premier, c'est qu'au fur et à mesure de l'avancée du jeu, l'univers de Tsunami Island va se réduire et donc les joueurs vont être de plus en plus proches les uns des autres, ce qui va favoriser le combat. Mais il y a aussi un autre impact ultra important, c'est que le tsunami, s'il touche une tuile sur laquelle un joueur est présent, il y a de fortes chances que ce joueur soit éliminé. Par exemple, Fishing Fred se trouve sur la tuile 1 de la zone lagon. Si toutefois mon lancer de D8 sélectionne la zone lagon, c'est donc la tuile 1 que je dois retirer et a priori Fishing Fred va partir dans le tsunami. Alors il a quand même une seule chance de s'en sortir, c'est en effectuant un lancer de dés. Il fait 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avant que la tuile soit retournée, il a eu donc la chance de s'en sortir. Si toutefois je l'avais fait par exemple 1 ou 2, voilà, il n'aurait pas pu sortir de la zone et du coup il aurait été éliminé du jeu et là c'est la fin de partie pour Fishing Fred. Maintenant qu'on a vu l'installation du jeu et les différentes phases de jeu possibles avec les joueurs, on va revenir sur Tsunami Island. La zone de jeu, je vous l'ai dit, elle est décomposée en 5 parties. La tuile centrale qui est le refuge, la zone volcan avec 4 tuiles, la zone jungle avec 5 tuiles, la zone plage avec 4 tuiles et la zone lagon avec 5 tuiles. Chacune de ces différentes zones dispose de caractéristiques qui vont affecter le gameplay. Le lagon, c'est le lieu le plus paradisiaque de l'île, mais c'est aussi le plus impraticable. Lorsque vous vous y déplacez, vous allez retrancher un point de déplacement à votre jeté de dés. Le malus s'applique également lorsqu'on essaie de sortir de la zone en cas de tsunami. La plage, c'est le lieu le plus cool de l'île, mais évidemment, c'est la zone la plus prisée par les touristes, ce qui fait qu'il y a moins de loot. C'est ce que je vous ai expliqué au niveau de l'installation. On met moins de pions de loot sur la zone plage. En revanche, vous voyez que sur cette zone, il y a des pictos palmiers. Lorsqu'on se place sur ces pictos et qu'on y reste un tour, on récupère un point de vie. La jungle, c'est l'enfer vert de l'île. Dans cette jungle hostile et dense, difficile de voir où on met les pieds. On est donc aveuglé par l'environnement luxuriant. Ce qui va se passer en termes de gameplay, c'est qu'on va devoir retirer un point au lancer de précision lorsque l'on attaque avec une arme à feu. C'est un malus qui s'applique uniquement si le joueur entame son action dans la zone jungle. En revanche, c'est également la zone la plus riche en loot, puisque comme je vous l'ai expliqué, sur chaque tuile de jeu, on va mettre 5 pions de loot en début de partie. Le volcan, c'est la zone la plus torride de l'île.
si torride qu'il est impossible d'y rester plus de 2 tours sous peine de perdre un point de vie à la fin du deuxième tour. Ensuite, les joueurs toujours présents dans cette zone perdent un point de vie par tour. Et enfin, le refuge, qui est la seule zone de l'île à ne pas subir le tsunami et qui en fait le point de convergence unique et immuable de toutes les zones de jeu. On va maintenant faire un focus sur les différentes armes du jeu et leurs caractéristiques. Donc, je vous le rappelle, les différentes armes disposent de caractéristiques différentes telles que leur puissance, leur portée, leur précision et leur capacité quand il s'agit d'une arme à feu. On commence avec l'Os Pepones, qui est un fusil hyper puissant à courte portée et qui a la particularité de pouvoir doubler son tir si le joueur fait un 6 au lancer. On a ensuite le Ragondin Sniper, qui est un fusil de sniper idéal pour chasser le rongeur à longue distance, mais qui fait peu de dommages, donc c'est parfait pour garder les ennemis à distance. Nous avons ensuite le Power Eagle, un pistolet ultra puissant à courte portée, mais que sa puissance rend malheureusement peu précis. À proximité, en revanche, il est redoutable, et si le joueur adverse est sur un hexagone adjacent, le coup est automatiquement réussi, pas besoin de faire un lancer de dés. On a ensuite l'Hypertech Volcano, qui est l'arme la plus puissante du jeu. Elle est alimentée par la puissance de la roche en fusion et elle a un inconvénient majeur, c'est qu'elle se désintègre après 2 utilisations sans pouvoir être rechargée et dans ce cas on défausse donc la carte. Et on finit avec le Babazook, qui possède les avantages et les inconvénients d'une arme aussi puissante, à savoir des dégâts très importants, 4 dégâts sur la case visée et les 6 qui lui sont adjacentes, donc ça fait un dégât de zone, et une portée infinie, c'est-à-dire qu'à n'importe quel endroit de la map on peut tenter de shooter n'importe quel personnage, mais la précision est très faible, ce qui rend la réussite de dés plutôt compliquée et une capacité de roquette de 1. Donc c'est vraiment du one shot. On va passer maintenant aux armes blanches, à commencer par le couteau Pinel. C'est Fishing Fred qui a tendance à les laisser traîner sur l'île, donc il y en a pas mal. Et donc cette arme elle est assez basique, mais elle saura vous aider en cas de pépin, sachant que en l'occurrence si vous jouez Fishing Fred, vous n'aurez pas besoin de lancer le dé si vous utilisez le couteau Pinel. On a ensuite une arme beaucoup plus légendaire, puisqu'il s'agit du Poséidon, qui est un trident légendaire forgé pendant la grande guerre du lagon par les ancêtres de la tribu d'Aquana. Ce qui fait que cette dernière possède un bonus de puissance de 1 si elle utilise le trident. Le Poséidon, il peut être lancé sur une distance de 4 cases. Sa puissance est alors décuplée, mais la carte doit être défaussée, même si on rate le lancer. On passe à une autre arme légendaire, c'est Purple Obsidia, qui est une épée mythique et le dernier vestige d'une époque aussi révolue que décadente, héritage des mages guerriers d'autrefois qui, dans leur folie et leur grandeur, pensaient régner éternellement sur le monde et sur Tsunami Island. C'est une arme de contact redoutable et elle fait aussi des dégâts non négligeables lorsqu'elle est lancée. Il n'y a pas que des armes, je vous le disais en introduction de cette vidéo, il y a des potions qui permettent de récupérer 2 points de vie qu'on peut utiliser à n'importe quel moment du jeu. Et puis il y a une carte tsunami qui permet de déclencher le tsunami à n'importe quel moment, ce qui peut être utile lorsque l'on a des adversaires sur une tuile qui potentiellement peut être retournée. Maintenant qu'on a vu les objets, je vous propose de faire un focus sur les différents personnages et leurs capacités. On va maintenant passer à la présentation des différents personnages du jeu et leurs caractéristiques, et on commence par Vesuvio dont on vous a déjà parlé. Alors Vesuvio, il dispose de 7 points de vie, d'une capacité de transport de 2 objets et d'un ultimate. Sa caractéristique passive, elle considère à ne pas être affectée par la zone volcan. Quant à son ultimate, il s'appelle Quattro Fusioni et c'est une coulée de lave sur 6 cases adjacentes les unes aux autres, qui va générer 3 points de dommages sur toutes les cases touchées. On passe ensuite à Aquana, qui est l'héroïne de la zone lagon. Elle a 6 points de vie, une capacité de transport de 2 et sa capacité passive consiste à ne pas être handicapée par le malus de déplacement de la zone lagon. Son ultimate, c'est Chant des sirènes et lorsqu'elle l'utilise, tous les joueurs passent leur tour. Et Aquana jouera 2 fois de suite. Rimbo, autre personnage très intéressant qui dispose de 7 points de vie, d'une capacité de transport de 3 armes, puisqu'il a jamais rendu sa veste militaire, d'un ultimate. Alors lui, sa capacité passive, c'est effectivement de pouvoir, contrairement aux autres personnages, transporter 3 différents objets ou 3 armes différentes. Son ultimate, c'est le Post-Traumatic Dementia, qui va en fait l'autoriser une fois seulement par partie, puisque c'est un ultimate, à utiliser 2 armes en une seule action. Voilà, ce qui peut vraiment générer une puissance de feu ultra puissante. On passe ensuite à Anna, l'héroïne nordique, notre viking du game. Anna, sa capacité passive, c'est que son courage fait qu'elle n'est pas affectée par le chant des sirènes d'Aquana dont on a parlé, et que sa froideur toute nordique la protège également du Quattro Fusioni de Vesuvio, qui ne la touche pas. Elle dispose de 7 points de vie, elle a une capacité de transport de 2, et elle a un ultimate assez incroyable qui s'appelle le Valhalla Extra Ball, ce qui fait que si Anna est éliminée, c'est-à-dire si elle est tuée par un autre joueur, ou qu'elle est éliminée par le tsunami, elle peut tenter un jeté de dés qui la ramènera sur l'île. Si elle fait 4 ou plus, elle revient, enfin les Valkyries bien évidemment vont la chercher au Valhalla, et la ramène sur l'île avec seulement 2 PV en revanche. On passe maintenant à Fishing Fred, notre pêcheur hipster. Alors Fishing Fred, c'est vraiment le personnage qui connaît l'île par cœur, il a vraiment fouillé tous les recoins de l'île pour trouver les meilleurs spots de pêche. Donc sa caractéristique passive, c'est que lui, il est affecté par aucun handicap de zone. Donc ni dans la jungle, ni dans le volcan, ni dans le lagon, il va subir de malus. En contrepartie, il ne bénéficiera pas non plus
de la capacité de récupération d'un point de vie sur la zone plage. Il a 6 points de vie, il a une capacité de transport de 2, et puis il a un ultimate qui est un petit peu particulier parce que c'est un ultimate qu'il va pouvoir utiliser à la différence des autres joueurs pendant toute la partie. Cet ultimate s'appelle le hareng pop-up. Et en fait, ça consiste pour Fishing Fred d'avoir la capacité, selon certaines conditions, de pouvoir pêcher un poisson, de ramasser la carte hareng pop-up et le cas échéant de consommer le poisson pour récupérer un point de vie. Ça peut arriver plusieurs fois au cours de la partie, donc c'est un vrai atout tout au long du jeu. On va ensuite passer à Lucy. Lucy, c'est un personnage un petit peu particulier parce qu'elle n'a pas d'ultimate. Par contre, elle a 6 points de vie, une capacité de transport de 2, et si elle n'a pas d'ultimate, elle a un espèce de multi permanent. Elle dispose, en tout cas elle est équipée d'une Techno Akama qui va lui conférer un avantage, un atout qu'elle va choisir à chaque fois que c'est son tour de jouer. À chaque tour, elle va lancer un dé de 6, et si elle fait 4, elle peut choisir une des 3 capacités de la Techno Akama au choix, à savoir récupérer un point de vie, avancer plus loin ou frapper plus fort. Voilà, et ça sera vraiment utilisable à chaque tour de jeu. Donc elle est plutôt faible en termes de points de vie, et elle n'a pas d'ultimate ultra puissant, mais elle a un pouvoir au long cours qui en fait une héroïne extrêmement intéressante à jouer. On va maintenant passer aux 2 personnages qui sont exclusifs à la version collector du jeu. Alors Low Ink, que vous voyez ici, avec 8 points de vie, une capacité de transport de 2 et un ultimate. Alors Low Ink, il a une caractéristique passive assez intéressante, c'est qu'à chaque début de son tour, il peut tenter de s'injecter du venin. Voilà, en fait, il est un petit peu en galère d'encre, Low Ink, mais c'est un tatoueur, donc il a son matos. Donc il a réussi à récupérer du venin de certains serpents de l'île, et s'il fait le bon dosage, c'est-à-dire que s'il fait un lancer entre 4 et 6, ses capacités physiques sont décuplées, ce qui lui permet d'être plus précis et plus puissant. Il peut donc choisir un bonus de +1 au lancement de dés de précision, ou de +1 à la puissance de l'arme. S'il fait le mauvais dosage, c'est-à-dire un dé entre 1 et 3, il perd un point de vie. Donc il y a un vrai risque à tenter d'utiliser cette caractéristique passive. Et puis son ultimate, c'est le 50-50. Dès que son nombre de points de vie passe en dessous de 4, il peut tenter un surdosage. Si le D6 fait entre 4 et 6, il récupère l'intégralité de ses points de vie. S'il échoue, c'est l'overdose et il tombe immédiatement à un maigre point de vie. Donc voilà, c'est un ultimate à double tranchant. Autre personnage exclusif à la version collector, Jungle JC. Donc c'est un personnage qui dispose d'un exosquelette. Alors l'avantage, lui, c'est qu'il n'est pas affecté par la zone jungle. Et il est même favorisé puisqu'il a une capacité de déplacement de +2 dans la zone jungle. Et puis, vous le voyez ici, c'est un petit peu différent des autres joueurs. Il a à la fois un nombre de points d'armure et un nombre de points de vie. Donc il a 7 points d'armure et 3 points de vie. Donc avant de voir ses points de vie descendre, même s'il en a peu, il va falloir faire descendre tous les points d'armure de Jungle JC. Donc c'est son ultimate, hein. C'est un peu le tank du jeu si vous voulez. Le nombre de PV indiqué sur la carte de Jungle JC est en réalité le nombre de points qu'il peut encaisser. Une fois que ses points d'armure ont été réduits à 0, alors on va défausser la carte et on va repositionner le pion cœur sur le numéro 3 de la carte. C'est un véritable tank dans le jeu. Pour conclure cette présentation du jeu, on vous a disposé le plateau vraiment en mode fin de game pour que vous vous rendiez compte de la manière dont le tsunami a affecté la zone de jeu. Pour conclure, tout simplement, déjà on espère que la vidéo vous a plu et que vous avez bien saisi les enjeux du gameplay. Tout l'intérêt et tout le piment du jeu, c'est vraiment de mixer à la fois les caractéristiques de ces personnages, les caractéristiques de la zone de l'île et évidemment l'influence du tsunami. Tout ça, ça rend chaque partie unique, surtout si vous changez de personnage à chaque game. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. On espère évidemment qu'elle vous a plu, on espère qu'elle vous a donné envie de jouer, on espère que vous avez compris les différents intérêts et attraits du jeu. Maintenant voilà, si c'est pas assez clair, si c'est pas assez précis, c'est le cas, hein, c'est pas vraiment une vidéo règle. Bon, on n'est pas des pros. Non, c'est notre premier jeu, c'est notre première vidéo règle. Faire une vidéo règle apparemment c'est un métier, hein, c'est un métier. On regarde les pros. Néanmoins voilà, on vous a vraiment présenté les principales phases. Après le tout c'est vraiment de s'approprier les différentes caractéristiques d'armes et les différents personnages. Si vous avez des questions sur ce qu'on vous a présenté, n'hésitez pas à nous solliciter sur les commentaires, on n'hésitera pas à vous répondre, et évidemment vous aurez bien plus de précision dans le livret de jeu et ainsi que sur les cartes de jeu en elles-mêmes. Pensez aussi au Kepal, hein, si vous découvrez le jeu avec cette vidéo et que vous voulez vous le procurer, c'est encore parfaitement possible. Et surtout à bientôt sur Tsunami Island Battle Royale.